Je suis un homme de radio, vous savez. Pas un écrivain. Nom de Zeus! Le coup de foudre, c'est ça. De 13h à 14h, Georges Vernat et son équipe accueillent des passionnés pour vous faire entrer dans leur univers. Coup de foudre, c'est tout de suite sur Prune. À vos casques prêts, radio. Bienvenue dans Coup de foudre, l'étincelle de votre samedi. Pour celles et ceux d'entre vous qui nous découvrent en ce début d'après-midi de novembre, c'est quoi exactement Coup de foudre ? C'est une émission chorale où l'on reçoit des passionnés, des profils typiques ou atypiques, des êtres humains qui ont choisi certaines routes dans leur vie en prenant parfois tous les risques. Et pourquoi ? Parce qu'une étincelle, un instinct au fond du ventre, une note qui sonne juste, une petite voix intérieure à murmurer « Vas-y, fonce !» On explore le pourquoi de l'envie, le désir d'être en vie, la subtile et délicate frontière entre le désespoir et la joie. On guette l'éclair qui vous foudroie, celui qui éveille, qui réveille, cet instant d'infini qui fait un bruit d'abeille. Trop lyrique ? Mais non, on en a besoin dans la grisaille de novembre. On veut de la chaleur, de la tendresse, des feux de mots dans les cheminées des oreilles. Et dans cette émission, on va vous en donner. J'en profite pour vous présenter l'équipe des jongleurs de foudre à la chronique Mystère et Commissaire. Bonjour Roma. Bonjour à toutes et à tous. Tu vas nous parler d'un polar mexicain. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tout à fait. Eh bien, c'est un livre, un polar, Oui. écrit par une personne qui est mexicaine et qui a été publié en 1994 et que j'ai beaucoup aimé. Ça marche, super. Notre globe-trotteur chroniqueur aussi, salut Brian. Bonjour tout le monde. Tu vas nous emmener en Polynésie tout à l'heure, si j'ai bien compris. C'est ça, exactement, au milieu de l'océan Pacifique. Super, on a hâte d'y aller avec toi. Et enfin, le chef d'orchestre sur sa console maniant les potards comme un pianiste. Salut Guillaume. Salut Georges. Tu nous as préparé aussi une petite surprise, un texte pour tout à l'heure, si j'ai bien compris. Tout à fait, un truc de fou. Un livre dans lequel je me suis engouffré ces dernières semaines, qui s'appelle Le Gang des rêves. Je vous parlerai un petit peu. C'est un très joli titre, ça fait envie. Et aujourd'hui, dans Coup de foudre, nous recevons Marie Algranat. Bonjour Marie, bienvenue dans l'émission. Bonjour, ravi d'être avec vous. Pareillement. Pour te présenter en quelques mots aux auditeurs, tu es directeur du musée Algranat, ainsi que cofondateur de la Maison du Tisserand, qui englobe donc 3 choses, une maison d'hôtes, un salon de thé et une épicerie. Tu as un parcours riche, émaillé d'expériences différentes, mais qui gravite toujours plus ou moins autour de l'artisanat, du patrimoine vivant, et de collaborations diverses avec des professeurs comme Jean Bernard à Loches, ou des artistes comme le compositeur Gorka Alda. Pour les besoins de l'interview, on va se concentrer sur 3 piliers, entre guillemets, de ton parcours, que j'ai nommés la pierre, le temps et le fil. On se rendra compte qu'on les retrouve en écho à de nombreuses périodes de ta vie. Et avant d'entamer ces acrobaties radiophoniques, je te propose un exercice supersonique, le quiz éclair. Alors pour ceux qui connaissent l'émission, vous savez déjà ce que c'est. Je pose 12 questions et tu dois choisir entre 2 réponses le plus vite possible. Si aucune réponse ne te plaît, tu es libre d'en choisir une autre tant que tu vas vite. Allons-y. Tu es prête ? Prête. Alors, vitesse ou lenteur ? Vitesse. Sucré ou salé ? Salé. Clepsydre ou comtoise ? Comtoise. Vote ou abstention ? Vote. Ville ou campagne ? Campagne, sans hésitation. Je m'en doutais. Réalité ou imaginaire ? Les deux. Thé ou café ? Les deux. Penser ou vivre ? À penser et vivre. Les deux à nouveau ? Les deux à nouveau, Voilà, oui. on prend beaucoup de liberté dans ce quiz éclair aujourd'hui. Chat ou chien ? Chien. Laine ou cachemire ? Laine. Organisé ou bordélique ? Organisé dans mon bordel. Et passé ou futur ? Ah, les deux aussi, on peut pas s'en passer. Oui, je comprends. Il y a un trait d'union à faire entre les deux. Eh bien, merci. On va tout de suite enchaîner sur l'interview avec la première question.
où on va directement, auditrices, auditeurs, venez avec nous, on se propulse en 1987. À cette époque, tu décides de participer à un chantier de restauration d'un manoir du XVIe siècle en Touraine. Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec cet endroit ? Ah oui, un endroit magique, un endroit fantastique, loin de tout, qui était resté intact depuis le XVIe siècle et qui donc était une sorte de nef au milieu d'un univers qui était pour moi totalement nouveau. Et ça a été un baptême finalement, une initiation formidable à la solitude et à des valeurs totalement naturelles. J'ai découvert un autre monde, celui que je cherchais, celui un peu plus sauvage et en même temps très organisé parce que dans la nature, construit pour être dans la nature. Mhm. Et au moment où tu arrives à cet endroit, donc qui s'appelait le manoir de Lapierre, c'est ça? Oui, Ou c'est c'est ça, toi la qui l'as pierre. surnommé Oui, comme oui. ça? Non, c'était son nom. D'accord, Lapierre. Tu es déjà mère de famille puisque tu as 3 enfants avec toi. Oui, 3 petites filles. Qu'est-ce que c'est le quotidien d'une mère dans un manoir vieux de 500 ans? C'est contribuer justement, participer aux travaux, mais tout en élevant mes enfants, et c'est aussi les initier à une autre vie que celle qu'on avait connue jusque-là. Donc c'est une vie beaucoup plus libre. Mes filles pouvaient courir dans la nature, escalader des arbres, on était loin de tout. Et les plus proches voisins étaient quand même à 3 ou 4 kilomètres, mais on les voyait étant sur une colline. C'est découvrir les abeilles, les animaux, avoir des chiens, des chats, un cheval, un petit cheval entier qui était assez fantastique. C'est découvrir la vraie vie en fait. Mhm. C'est les plaisirs du grand air et de... Oui, c'est ça, c'est tout à fait les initier à ce qui, pour moi, à l'époque, était une recherche permanente. C'est-à-dire moi qui venais d'une famille urbaine et assez fermée finalement. Là, d'un seul coup, c'est l'ouverture infinie sur la terre, le vent, le feu, la nature, l'espace, puisqu'on avait un ciel étoilé au-dessus de nos têtes la nuit aussi. On voyait la lune se poser quelquefois, quand elle était pleine, elle se posait aussi sur le pigeonnier qui était à moitié déglingué, ouvert en deux. Mais c'était très poétique comme univers. On entendait le vent, la nuit souffler sur les herbes. J'ai appris à ne plus avoir peur de la nuit et de la solitude. Ça a été la première démarche et en fait, cette maison a été ma mère. Oui, je comprends, le symbole est joli. Et tu me disais hors antenne que justement, on le sent dans ce que tu nous dis, hein, c'est pour toi un peu l'origine du coup de foudre. Tout à fait, c'est la passion découverte. Une sorte de révélation, Voilà. un peu à certaines choses. Est-ce que tu l'as ressenti tout de suite à l'époque, Oui. ou est-ce que c'est venu après, un peu rétrospectivement? Non, c'est tout de suite. C'est-à-dire que j'avais été très sage à l'époque. J'ai fait ce qu'on me demandait de faire. On a d'abord vécu dans un appartement. C'était raisonnable pour nos familles aussi. Puis d'un seul coup, ça a été la libération. Je me suis dit, on ne peut pas vivre comme ça, c'est pas possible. Il faut trouver autre chose. Il faut que l'espace soit là, la nature soit là. Ça a été une recherche permanente et je suis tombée par hasard sur ce lieu. Et j'ai rencontré un propriétaire extraordinaire aussi qui avait voyagé, passé son enfance en Chine et qui nous a considérés avec beaucoup de bienveillance. C'est grâce à lui aussi justement qu'on a pu accéder à ce lieu. C'est Stanislas de la Ferté, Stanislas c'est de la Ferté, Ouais. qui était un homme extraordinaire. Mhm. Un jour, je lui ai dit au revoir, madame, les yeux dans les yeux. et je me retrouve face à... Alors, je lui dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai dit là? C'est incroyable. Comment ai-je pu dire un truc pareil? Lui, il me regarde, très sérieusement, il me dit, merci de saluer la partie féminine qui est en moi. Et on part tous les deux d'un grand éclat de rire. Oui, c'est très classe. C'est te donner la mesure aussi de cet homme qui vraiment était fantastique et à qui je dois beaucoup, puisque ce lieu nous a été ouvert, alors que le lieu, en fait, n'aurait peut-être pas dû l'être. Donc on peut dire que tu as un petit peu quand même cherché ton coup de foudre, quoi. Tu as cherché cette foudre et tu l'as trouvée Oui. dans ce manoir. Oui. Et grâce à Stanislas de la Ferté, qui a été très bienveillant avec nous, et pour moi, ça a été une initiation fantastique à la vraie vie, justement. D'un seul coup, tout devenait compréhensible. Il y avait les étoiles, les astres, la course du soleil, il y avait les pierres, le bruit aussi du vent, toutes les voix qu'on peut entendre quand on est loin de tout, et faire un retour sur soi qui permet aussi de mieux comprendre ce qui se passe, de permettre à nos enfants, enfin aux enfants, d'avoir une liberté aussi première qui était assez fantastique, d'avoir la proximité des animaux d'un seul coup, même des abeilles, puisque nous avons eu une ruche à cette époque. Donc pour moi, ça a été une initiation à la matière, à la construction aussi, en fonction des éléments. Et d'un seul coup, un chemin s'ouvrait, quelque chose, une sorte de libération. D'un seul coup, je sortais des villes, on sortait de tout ça, de tout ce système de boîtes, d'enfermement, de murs et autres, pour comprendre un petit peu ce qui se passait au-delà. On pourrait dire que ce monsieur de la Ferté était un peu je pensais à ça, un être de cuivre. Il a conduit le courant. C'est ça, oui. Amené à ce manoir. C'était quelqu'un d'extrêmement bienveillant et totalement inclassable. Ensuite, on va bondir 4 ans plus tard, en 1991, la meilleure année du monde, hein, puisque le monde a eu la chance de m'accueillir. C'est quand même un grand événement. Et tu arrives à Loches, en Touraine, toujours, et un nouveau lieu entre dans ta vie, un atelier d'horlogerie ancienne.
À nouveau, est-ce que c'est un lieu qui te touche immédiatement? Bah, bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le lieu que nous avons construit avec un homme dont j'ai partagé la vie pendant près de 20 ans et qui a été là encore un nouveau chemin, mais sur des bases, puisqu'on avait les bases de pierre, les bases matricielles. On pouvait construire, avancer d'une autre façon. Et c'est là que le patrimoine vraiment se met en place à 100%. On démarre de zéro, de rien du tout. La première journée du patrimoine, je les revois encore. J'avais beaucoup de livres sur la table et 4 horloges qui étaient très belles pourtant, mais 4 livres, enfin 4 horloges et beaucoup de livres sur la table. Et en fait, là, ça a été aussi les premiers dialogues. Donc la première connaissance, la première ouverture aussi au monde. Comment transmettre? Quelle était la problématique, en fait, vraiment pour transmettre? Comment pouvions-nous transmettre un maximum de choses à ce public qui venait nous voir à travers, à la base, des livres, puisqu'on n'avait pas beaucoup. Mais bien sûr, la transmission, Mais ça se travaille aussi, hein. oui, J'en parlais avec le premier invité, Thibaut, professeur d'échecs, la pédagogie aussi, il y a oui, une oui. forme de pédagogie dans le fait de transmettre sa passion. Et pendant ces années de travail donc dans l'atelier, tu découvres des personnalités qui te fascinent, dont Jean-Eugène Robert Houdin. Pour le présenter en 3 mots à ceux qui nous écoutent, magicien et horloger, c'est quand même curieux, ayant vécu au 19e siècle. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu plus du personnage? Oui, parce qu'en fait, il était très connu comme magicien qui a rénové la magie blanche à Blois, tout le monde le connaissait comme ça. Donc j'ai humblement contribué à quand même restaurer aussi son passé d'horloger. Jamais le magicien n'aurait pu faire tout ce qu'il a fait s'il n'avait pas été aussi, à la base, fils d'horloger, horloger lui-même. Et il était très fier d'être père d'un horloger aussi, puisqu'un de ses fils avait choisi cela. Donc ça a été... Puis j'ai découvert un horloger pour la région centre aussi. Tout ceci, ça a été tout un cheminement à travers le temps, à travers les automates, à travers ces mécanismes qui sont vraiment intelligents, fascinants, qui touchent à la musique, qui touchent à l'univers en fait aussi. Donc oui, Jean-Eugène Robert Houdin était un personnage très attachant, assez fantastique. Et j'ai gardé des amitiés justement à Blois dont je suis très très heureuse parce que toute cette période de ma vie était fabuleuse, rythmée avec tout ce sens musical aussi que peuvent avoir les horloges et en même temps les automates, les personnages. Quand on ouvre un automate, on voit quelque chose d'extraordinaire, toutes ces pièces assemblées ensemble qui font vivre une petite personne comme ça devant nos yeux avec la musique. Non, c'est fantastique. Je vois très bien de quoi tu parles, parce que j'ai vu il y a peu de temps un documentaire sur YouTube, justement sur une très très bonne chaîne YouTube, d'ailleurs je suis très content d'en faire la publicité, Passe-moi les jumelles, excellente chaîne Oui. YouTube avec beaucoup de très bons reportages. Oui. Et il parlait d'un monsieur qui justement fait des automates et qui est dans cette espèce de poésie incroyable, de vouloir donner vie à toutes ces formes. Et quand on voit ces immenses pianos qui jouent des mélodies incroyables tout seul, il y a un côté assez fascinant. Et en 2003, donc, tu vas endosser une nouvelle casquette puisque tu deviens commissaire de l'exposition Horlogerie et Art Campanaire à Paris. Alors d'abord, question évidente, qu'est-ce que ça veut dire campanaire? Campanaire, c'est le langage des campanes, des cloches. C'est un mot qui vient d'Italie. Donc c'est tout ce langage que les cloches transmettent. Auparavant, tous les gens étaient fédérés par le clocher, d'où les querelles de clochers aussi. Mais enfin, cette fédération d'un village, de tous ces gens qui connaissaient le rythme de la journée à travers le langage campanaire, le langage de leur clocher, c'était très fédérateur. On n'avait pas besoin de montre à l'époque. On écoutait ce que disait le clocher. On savait ce qui se passait dans le bourg. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de cette exposition, justement, donc Horlogerie et Art Campanaire à Paris? Oui, dans la mairie du 6e arrondissement, où c'est là que j'ai rencontré Edgar Morin aussi, avec lequel j'ai eu un dialogue pendant plusieurs années extrêmement intéressant. Et en fait, c'était bien, il y a beaucoup d'émotions à travers tout ceci, parce qu'il y avait toutes les horloges de représentées, dont des clepsydes ou une clepsydre contemporaine. Et c'était depuis le XVIe siècle. Et une grosse émotion aussi, le jour où un petit garçon regarde, parce que je remontais toutes les horloges, tout fonctionnait, tout était en fonctionnement. Alors donc je remonte une des horloges anciennes, je remonte les poids pour qu'elle continue à fonctionner. Il fallait le faire souvent, il y a tous des clics de cette horloge qui se mettent en place. Et un petit garçon me regardait et je lui dis, veux-tu la remonter? Et il me dit, oh oui madame. Et il la remonte avec beaucoup d'attention, très précautionneux, on sentait que pour lui c'était quelque chose d'intense. La maman était à côté, me regardait, les yeux brillants, et elle me dit, vous lui avez fait vraiment très très plaisir. Il avait son grand-père qui était horloger, et en fait il veut devenir horloger lui-même, mais jamais il n'avait approché une horloge comme celle-ci. Ça, c'était très émouvant aussi. Ça restera peut-être un souvenir complètement inoubliable pour lui. Hein. Peut-être, parce que c'est fort probable. très très rare d'approcher des horloges d'édifices, des grandes horloges de près, et c'est impressionnant. Très imposante, avec ses immenses roues, rouages, non, c'est très impressionnant. Ouais.
On va faire une petite pause musicale. Et bienvenue à toutes et à tous, il est 13h20, vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de foudre. On reçoit Marie Algranat, directeur du musée Algranat, qui nous parle de sa vie, de son parcours. Et on va être maintenant en 2009, dans la suite de l'histoire. Et tu arrives en 2009 au village de Flavigny-sur-Ozerain, en Bourgogne. Et tu fais la rencontre de Daniel Algranat, tisserand et directeur à l'époque du musée Algranat. Après le manoir de la Pierre en 1987 ou l'atelier d'horlogerie en 1991, est-ce que tu ressens le même genre de fascination pour le musée ? Encore plus, c'est-à-dire que je ressens le même genre de fascination pour l'homme déjà à la base. Ça a été aussi le coup de foudre de ma vie, l'homme de ma vie. Je rencontre enfin quelqu'un que je peux entièrement comprendre, quelqu'un avec qui je peux tout partager sans que ce soit fusionnel. Donc c'est vraiment extraordinaire pour moi. Je découvre aussi Flavigny-sur-Ozerain, l'Ossois, et je me rapproche de mes racines familiales en fait. C'est tout un chemin d'ouverture aussi qui arrive aujourd'hui, qui arrive là à ce moment-là, vers quelque chose de beaucoup plus passionné, de encore plus grand, puisque je retrouve un grand Lapierre, ça c'est extraordinaire, aux côtés d'un homme que j'admire énormément et que j'aime passionnément justement. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de son parcours, donc à Daniel Algranat, de ses créations ? Puisque on se pose un peu la question, en tout cas moi je me la pose, en 2021, à une ère qui est quand même plutôt industrialisée, avec des machines à coudre, des grosses usines. C'est quoi un tisserand artisanal ? Mais bon, ça fait deux questions. D'abord, si tu veux nous parler un petit peu de sa vie, de son parcours. Oui, alors de Flavigny-sur-Ozerain, il a quand même mené une carrière à l'international entre New York et Tokyo. C'est un homme qui avait beaucoup de talent. Il avait les trois qualités que, à mon sens, doit savoir tout créateur. Une énorme culture, très solide, du caractère, du tempérament, et puis aussi du talent, bien sûr. Donc c'est quelqu'un qui était un créateur permanent. Il avait, moi ça me faisait rêver de l'accompagner. J'ai eu cette chance aussi de partager sa vie justement. Parce que, alors, il était designer textile, il avait fait l'école Boulle. Aux grandes dames de sa famille, parce que ses parents étaient sortis de l'univers artisanal, justement, alors que lui, il y revenait en plein par admiration pour les ateliers de ses grands-parents, qu'il fascinait aussi. Donc, il avait, de designer, il avait un talent immense pour le design, c'est comme ça qu'il a pu travailler à l'international. Et puis aussi, c'était un créateur, un tisserand, fil après fil, c'était sa vie, il a créé, il transformait aussi des étoffes qui étaient créées dans ses ateliers. Il y avait 2 collections par an qui se terminaient aussi, toutes petites collections, mais très suivies, très appréciées. Et qui se terminait toujours aussi, c'est pas parce qu'on est petit qu'on n'est pas comme les grands, on est aussi dans les mêmes espaces de créativité. Il y avait toujours à la fin aussi le manteau de la mariée qui arrivait, et c'était assez fabuleux justement. Ce tissage très artisanal et magnifique. Il ne faut pas oublier que le Louvre et tous les grands musées sont remplis de pièces artisanales. Hein. Au lieu de la cadence de la machine, on a la patience de la main. Exactement, et l'intelligence aussi du regard et du cœur qui travaillent ensemble. Oui, je comprends. Et après son décès, malheureusement, en 2013, oui. tu reprends la direction du musée et tu entames une période de transition. Il y a donc des travaux, un réaménagement des espaces. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette vie du musée, justement, ce moment où le musée change un peu de peau, comment tu lui réinventes un quotidien, des expositions, vous recevez des stagiaires aussi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de et tout puis ça ? déjà je le mets aux normes, déjà à la base, parce que si on veut qu'un lieu puisse vivre, il faut le mettre aux normes, et ça lui ouvre un avenir. Et puis aujourd'hui, je penserais aussi le transformer en galerie, parce qu'il lui faut une certaine contemporanéité. Galerie d'art, Bien sûr, galerie d'art, oui. Rencontrer des jeunes créateurs. Parce que cette contemporanéité, elle doit s'ouvrir aussi sur la création, et la création sont les jeunes. Ce sont tous ceux qui vont assurer la continuité de l'art à travers le temps aujourd'hui. Donc il va falloir aussi rencontrer dans les écoles d'art justement des jeunes créateurs, et puis essayer de trouver quels sont les meilleurs. Ça me motive énormément. Mais c'est toujours un travail sur les matières aussi, sur la qualité de ces matières qui doivent rester vivantes pour qu'on les transforme d'une façon à la fois sensible et belle, bien évidemment, mais aussi qu'elles aient cette permanence dans la durée. Mais comme tu dis, c'est vivant. Hein. De toute façon, ça se renouvelle sans cesse. Ça ne cesse jamais de changer. Et d'ailleurs, on aime ça, le mouvement à coup de foudre. Hein. La foudre, c'est quand même un mouvement à la base. Et vers 2018, émerge un nouveau projet, la Maison du Tisserand, qui englobe, donc, je le disais avant, 3 choses. Une maison d'hôtes, un salon de thé et une épicerie. Est-ce que c'est une volonté de diversifier les structures tout en restant quand même dans l'accueil du public ? Alors oui, ça c'était une volonté aussi d'Algranat de s'ouvrir aux saveurs, parce qu'il était gourmet, il aimait beaucoup, il appréciait les bonnes saveurs. La Bourgogne est une terre de saveurs aussi, et de ce fait on est quand même bien placé.
pour trouver les bonnes, tout ce qui va plaire, tout ce qui va nous apporter des souvenirs. La petite Madeleine de Proust en atteste, ça marque énormément les saveurs. Donc on les garde en soi, c'est aussi un autre patrimoine. Encore faut-il qu'elles restent authentiques, vraies et sincères. Bien sûr. Mais Donc ça, c'est un travail... Tu as fortement ce goût de l'accueil, du public. Oui. Donc nous étions... il fallait ouvrir, Daniel n'étant plus là, il fallait aussi ouvrir les lieux d'une autre façon. Une façon que nous maîtrisions pour leur assurer cette pérennité, justement. Et d'où l'entreprise familiale qui a été créée avec mes enfants pour pouvoir aussi travailler dans des domaines qui me sont familiers, à savoir la pâtisserie, par exemple, ou la cuisine. En tant que mère de famille de 6 enfants, c'est vrai que j'ai toujours été très tournée. La vie de l'atelier, c'est ça, c'est l'accueil avant tout. Et dans le respect des autres. Le respect, c'est la pièce maîtresse de tout ce qui peut justement apporter à la fois la joie, qu'elle soit à travers les objets qui nous entourent, ou justement, ou par nous-mêmes, la rencontre humaine aussi qui est très très importante et qui ne doit pas s'arrêter non plus. C'est vrai que c'est amusant comme dans le social, quand il y a du respect, ça se passe quand même mieux. Hein. Oui, c'est t'as remarqué, hein. Ouais. Oui, c'est étonnant. Je trouve ça curieux. Oui, Hein. c'est vrai. Et justement, puisqu'on fait un détour du côté des saveurs, demain, il y a a priori un petit voyage qui est prévu en Bretagne, d'après ce que tu m'as dit, dans le golfe du Morbihan, pour un partenariat éventuel avec la maison du tisserand. Travailler avec des artisans de ce type, est-ce que c'est aussi une volonté de protéger cet autre patrimoine qui est la gastronomie? Mais bien sûr, c'est un patrimoine matriciel, c'est peut-être même le premier patrimoine. Et ça, c'est très très important pour nous parce que c'est aussi celui qui relie tous les autres. Quand tu es autour d'une table avec des artistes ou pas, qui que ce soit, ça permet justement de rencontrer l'autre, de lui apporter, c'est un partage. On est toujours très agréablement surpris aussi à travers tout ce qu'on fait découvrir aux autres, toutes les saveurs qu'on peut faire découvrir. Et de ce fait, c'est très, très important. Cet accueil aussi autour d'une bonne table, à partager un bon moment autour des saveurs, c'est très, très important pour nous. Mais moi, c'est typiquement, la cuisine, si on se met à parler cuisine, c'est vrai qu'on peut en parler longtemps, mais parce qu'il y a entre guillemets de l'art presque partout. Je veux dire, tu as de l'art même dans des couverts, tu vois, dans des assiettes que tu peux avoir. Oui. Tu as de l'art dans les gens qui préparent, qui sont un peu des artistes, parce qu'ils vont te mettre ça sur des assiettes, ça va être beau, ça va avoir envie d'en manger, tout ça. Après, il y a de l'art dans le fait de savoir aussi apprécier ce que tu manges. Parce que tu sais, si tu manges un peu comme un goré à toute vitesse, bon, alors que si tu apprécies, il y a justement le côté un peu artistique de ça. Et puis, savoir accompagner avec quel vin, etc. On est français, mon Dieu. On est français et la Bourgogne est une terre de saveurs, justement. Flavigny-sur-Ozun a été une révélation aussi pour moi à travers, justement, ces grands espaces, ces intensités, la beauté. On peut dire que les Bretons ont la mer, mais nous, en Auxois, nous avons le ciel. Et ça, c'est fantastique aussi. Ben oui, ça me rappelle un dicton qu'on avait à Tours. Tours, on n'a peut-être pas de montagne, mais on a une bonne descente. Voilà. Je l'aimais bien. Très bien, oui. Mais vu qu'on parle de ça, ça me donne envie là, pour une prochaine émission d'inviter un chef cuistot, quelque chose comme ça. Ah, bonne idée. On va saliver au micro pendant... c'est une bonne idée, ça. Et je crois savoir qu'il y a dans tes tiroirs plusieurs projets, dont un livre sur la vie de Daniel Algranat. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ah oui, mais évidemment, bien sûr, oui. Un tel homme mériterait un livre, parce que sa vie est assez emblématique. La vie qu'il a eue, certes, au service de l'art, pour l'art et la création, mais aussi par rapport à sa famille. Ce sont des gens intéressants. Ça parlerait d'artisanat, ça parlerait de toute cette inspiration que l'on peut avoir aussi par la nature qui nous entoure. Par les saveurs, par la nature, par tout ce qui nous relie. Et oui, j'aimerais pouvoir trouver ce temps d'écrire. C'est un rêve que j'espère réaliser, oui, avec passion, justement. Eh ben, c'est un très beau projet, on a hâte de le lire. Merci Marie Algranat d'être venue nous voir. Est-ce qu'il y a peut-être quelques informations pratiques sur le musée, sur les chambres d'hôtes, sur le salon de thé, peut-être que tu voudrais donner à nos auditeurs, auditrices, pour leur donner envie de venir vous voir dans ce beau village de Flavigny-sur-Ozun? Bien, la porte vous est ouverte. Venez, n'hésitez pas. Nous serons ravis de vous accueillir et de vous faire découvrir, de partager avec vous la beauté qui nous entoure à travers les saveurs, justement, aussi, qui en sont issues. Donc, c'est à Flavigny-sur-Ozun, rue de l'Ancienne Cure, la maison du tisserand. Merci beaucoup. Merci Marie Algranat. Et bienvenue à toutes et à tous. Il est 13h33, vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de foudre. Et c'est l'heure de la chronique de Roma, la chronique polar. S'informer, réfléchir ou se divertir en un éclair, chroniqueuse, chroniqueur, fais ton office. Pas d'objection? Je m'appelle Roma, j'aime les enquêtes, les indices, les mystères, et aujourd'hui je vais vous parler d'un roman que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé.
Il s'intitule « Un doux parfum de mort ». L'auteur s'appelle Guillermo Arriaga. Tout commence par la découverte d'un cadavre. Il s'agit d'une adolescente, assassinée d'un coup de poignard, dont le corps a été retrouvé, gisant dans les hautes herbes de Loma Grande, un village mexicain. Elle s'appelait Adela, et personne, ou presque, ne sait qui elle est. Les villageois ne cessent de répéter qu'elle était la fiancée de Ramon, l'épicier discret du village. Or, il n'a rencontré la jeune fille qu'à 3 reprises, mais décide de ne pas révéler la vérité. Justinio Tellez, délégué communal de Loma Grande, prend en charge l'enquête. Très vite, on accuse un vagabond étranger surnommé le Gitan, qui devient la cible à abattre. S'ensuit une histoire étonnante, dans un décor aux allures de western, hors du cadre traditionnel d'un polar. Laissez-moi vous mettre dans l'ambiance. Au Mexique, la chaleur, la poussière, la sueur, Loma Grande, ses habitants, leurs ragots et leur morale douteuse. Les hommes au bar, la bière qui saoule, les conspirations et les bagarres. La cuisine, les tacos aux haricots rouges, les tortillas, les ragoûts et la viande séchée. Les femmes et leurs rêves sans espoir et leurs désirs charnels. La ville regorge de personnages atypiques, comme Justino, shérif sans scrupules qui préfère ne pas intervenir. Ramon, l'amoureux silencieux piégé dans ses non-dits. Adela, la victime dont le souvenir irrigue l'histoire. Le gitan, Casanova ténébreux à la peau dure. Gabriela Bautista, dévoré par sa passion adultère. Et finalement, un vieillard aveugle et son Walkman. Je me suis engouffrée dans la vie de ces gens où le mensonge, les faux témoignages et les règlements de compte sanglants font partie du quotidien. Le voyage sensoriel qu'offre la lecture de ce livre est puissant. L'auteur, avant de vouloir proposer une enquête réflexive à son lecteur, préfère le faire vibrer de sensations au travers d'odeurs, de goûts et d'images fortes. Il s'agit là d'un récit immersif que je ne peux que recommander. L'écriture est belle, presque poétique. J'ai beaucoup apprécié la découverte d'un vocabulaire parfois recherché qui donne au récit une délicatesse manifeste. Les descriptions y sont particulièrement exquises. Je peux vous assurer que si vous décidez de plonger dans les lignes d'Arriaga, il saura enchanter une partie de votre âme. C'était Un doux parfum de mort de Guillermo Arriaga et je vous dis à dans un mois pour une prochaine chronique polar. D'ici là, portez-vous bien et ne sous-estimez pas le pouvoir des livres. Et pour clore cette chronique, tu nous as choisi un morceau de Clara Luciani, je crois. Exactement. Il est 13h41, vous êtes toujours sur Prune dans l'émission Coup de foudre. Et c'est l'heure de la rubrique Truc de fou. Vous ne vous reposez jamais, vous. Faits divers de printemps ou d'été, en toute saison, l'actualité regorge de pépites. C'est parti pour la rubrique Truc de fou. Et dans le truc de fou aujourd'hui, alors je le rappelle déjà un petit peu, qu'est-ce que c'est l'idée d'un truc de fou? C'est qu'on partage tous de façon chorale autour de la table quelque chose qui nous a plu, un événement, ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être un resto, que sais-je, quelque chose qui nous a plu, voilà, qui a fait résonner un peu dans notre vie, quelque chose de fort, quoi, une passion, voilà, ce qu'on veut. Et Guillaume, tu nous as préparé un texte que tu avais envie de nous lire, qui est à propos d'un livre, voilà. Donc, Tout à fait, je voudrais vous parler d'un livre. Pourtant, c'est banal, un livre, mais ces dernières années, je prends quand même moins de temps de lire, même avec l'arrêt total de la vie l'année dernière. Ça m'a pas permis de lire beaucoup plus. Les histoires m'ennuient d'habitude, toutes se ressemblent, et je peine à passer le premier tiers d'une dizaine de livres sur ma table de chevet. Ce premier tiers qui, pourtant, quand il est dépassé, bien souvent, permet de ressentir la récompense d'avoir tenu, quand on découvre ce qui fait de ce livre précis une belle histoire, quand on découvre sa tenue, son essence, au-delà de ses qualités littéraires, de ses mots, des émotions véritables, et au-delà de tout jugement, les émotions deviennent exactes répliques des nôtres. C'est là tout l'appétit qu'on gagne à dévorer un roman. Imaginons que celui que j'ai lu ces dernières semaines, Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio,
L'Italie du Sud, puis l'Amérique du début XXe, si chère à John Fante, pour ceux qui connaissent. La noirceur des champs, de la rue, des visages et des humains. La violence non gratuite mais désespérée, qui se répète encore et encore jusqu'à l'écœurement. La pauvreté non des âmes, mais la misère avec un nom. Sans fausse pudeur ni dramatisme, mais tout de même une certaine mise en scène. C'est là le propre d'un roman. Le mythe du self-made man, à l'américaine. Les gangsters, les bas-fonds, le Lower East Side, à New York. Le billard, le whisky, les coups, mais surtout la fierté, l'honneur, le respect et les rêves donc. De grandeur, mais surtout de dignité. Les Diamond Dogs, le gang de New York, une histoire qu'on raconte dans les rues. Et sur toutes les lèvres, les visages durs se dérident quand la voix de Christmas, le personnage principal de l'histoire, se dévoile à la radio justement. Bonsoir New York. Et puis voilà Los Angeles, le cinéma au bord du précipice, et la photographie pure et véritable qui met les stars à nu. Alors pourquoi ce livre plus qu'un autre m'a fait trembler, m'a tenu en haleine, au point de me réveiller plus tôt, de me coucher plus tard? Est-ce les mots, l'écriture, ou un scénario infaillible, certes classique, de l'ombre à la lumière, de la pauvreté à la richesse, et pourtant c'est si efficace pour tirer nombre d'émotions, du rire aux larmes, au dégoût, à la peur, jusqu'à l'essentiel, donner envie, donner à rêver, de faire partie du gang. Voilà, c'était Le Gang des rêves que je vous invite à lire. Le roman est sorti en 2016 et est disponible en poche aux éditions Pocket. Le gang des rêves. Déjà, le titre, j'aime bien. C'est punchy. C'est à la fois, il y a le gang, en même temps, il y a les rêves. Tu vois, en même temps. Cet oxymore dans le titre qui est beau. Et c'est exactement ça. Dans le roman, les deux se superposent en permanence. D'accord. Entre Donc à la la violence fois, et la douceur. D'accord. L'onirisme et en même temps, des fois, quelque chose de très cru. Complètement. D'accord. Intéressant. Et tu disais que c'est deux Luca di Fulvio. Luca di Fulvio, Le Gang des rêves. Voilà, on vous le recommande. Merci Guillaume, c'est chouette d'avoir partagé ça avec nous. Marie, tu nous disais aussi que tu avais vécu une expérience à la ferme intéressante récemment. Oui, avec la ferme Ligny, donc la famille Ligny, les 4 frères et sœurs et puis leur mère. Et c'est à une époque où on explose beaucoup de choses, où on n'est plus trop proche de la terre, eux sont justement dans un travail quotidien avec des petites chèvres blanches que j'ai adorées, qui sont toutes mignonnes avec des cornes. Souvent, on coupe les cornes des animaux, là, ils les laissent. Et ce sont des animaux très gentils, on approche la main, l'animal n'a pas peur, il vient vers nous. Donc il y a un côté un peu elfique à travers tout ça. Surtout en ce moment, là, je l'ai visité avec les forêts en automne. C'était magnifique, c'était ourlé de teintes vieillores, tout un camailleux de couleurs pour arriver jusqu'à eux. Et c'est une belle organisation familiale où chacun est bien dans son rôle pour l'élevage, pour nourrir, pour travailler la terre, pour transformer aussi. Il y a une laiterie vraiment au top, aux normes. Enfin, Donc c'est plus le gang des rêves, c'est le gang des chèvres. Non, c'est une autre. On peut garder rêve quand même plutôt que gang, dans une orchestration familiale assez fabuleuse où chacun tient bien sa place tout en étant indépendant des autres et dans des paysages qui sont toute la beauté du monde rural. Ça incite vraiment beaucoup de respect là encore. Pour tous ces gens qui sont très proches de la terre et d'une façon pas du tout passéiste, pas du tout attardée, mais qui apportent beaucoup aux autres à travers toutes leurs implications passionnées justement autour des animaux et de la terre. C'est un bel engagement, effectivement. Donc cette ferme, tu disais ? Est en Haute-Saône, à Melun. Et c'est la famille Ligny qui est bien connue justement dans ces espaces-là. Et que nous retrouvons à Dijon, au Hall de Dijon, donc tous les vendredis matins. Et c'est une joie à chaque fois de les retrouver parce qu'il y a tout un dialogue familial autour. En fait, c'est ça que je trouve merveilleux dans cette société du monde aussi très reliée à la transformation de la matière et qui sait rester proche de l'animal, à savoir on garde aussi un dialogue amical, on se sent relié entre nous à travers ces différents espaces et ce même amour de la vie justement. Et ça c'est formidable de pouvoir rencontrer encore des gens aussi impliqués du côté de la vie, du bon côté. Vous parlez un peu la même langue en fait. Nous sommes tout à fait... Oui, vraiment. C'est comme des scientifiques de par le monde qui se rencontrent et qui parlent un peu la même langue, la langue de la science, des joueurs d'échecs qui se rencontrent et qui parlent la même langue. Exactement. Et là, ce sont des savoirs qui se transmettent aussi d'une façon familiale. C'est ça que j'ai trouvé vraiment formidable. Mais je comprends. Moi, j'avais envie de vous partager très rapidement sur Netflix un documentaire qui s'appelle Kiss the Ground, Embrasse la Terre. Très beau documentaire avec
pas mal d'acteurs engagés, dont cet acteur qui joue dans True Detective, j'ai du mal, c'est pas Matthew McConaughey, c'est son partenaire, voilà, dans True Detective, ceux qui connaissent. Et c'est très beau, ça nous explique pourquoi on abîme le sol, pourquoi on ruine les sols en fait en les labourant comme des fous, et que ça libère tout le CO2 aussi, etc. Le sol meurt, ils n'arrivent pas à replanter après. C'est très compliqué. Et donc, on voyait quelqu'un aux États-Unis, un monsieur, un intervenant, qui se déplace tous les jours, pour sensibiliser des agriculteurs qui cultivent un sol. Ils ne savent même pas comment ça marche leur sol. Donc, c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu dis, Romain ? Je disais aussi que une des raisons qui appauvrit le sol, c'est l'usage des pesticides et des produits chimiques. Voilà, il y a plusieurs raisons. Mais oui, on tue le sol parce qu'il y a plein de façons de faire qui sont très nocives. Et donc, il est obligé de réapprendre à des gens qui sont agriculteurs, des fois depuis des années, comment ça marche, le sol. Et c'est ce que j'ai trouvé tout à fait ahurissant dans ce documentaire, où on se rend compte qu'il y a nombre de personnes qui sont agriculteurs et qui donc travaillent la terre sans la connaître et sans savoir, sans connaître les besoins. Donc c'est... D'où les besoins d'éduquer un petit peu plus sur ces sujets-là, quoi. Exactement. Et justement, Romain, d'ailleurs, ça tombe bien que tu aies pris la parole, puisque la prochaine musique, on l'a enregistrée ensemble. Ça s'appelle Dans la brume de Londres. On a fait ça à la maison. Voilà, c'est pas en studio, hein, c'est très maison, très home record. Et on s'est amusé, puisque c'était Halloween il y a peu de temps. Et donc, on vous emmène dans une aventure où un pauvre passant londonien se fait mordre par un vampire. Et d'un seul coup, ça dégénère. Lors d'une nuit sinistre à Londres, je cheminais dans le brouillard, lorsque sur moi je vis fondre un grand énergumène en noir. Sans un mot, il prit mes épaules entre ses fines mains et dit: bienvenue en enfer, le drôle. En un éclair, il me mordit. Dans la brume de Londres, l'éternité dans l'ombre. Le réveil fut un cauchemar, car l'aube était naissante. Ses rayons comme des poignards trouaient ma peau fumante. Rampant dans une ruelle sombre, je me palpais avec horreur de trous au cou, canines longues et plus de battements de cœur. Dans la brume de Londres, l'éternité dans l'ombre. J'allais sans but le jour durant dans la puanteur des égouts, fou de tristesse et dévorant des rats pourris avec dégoût. Mais ces animaux sont malades, mon état de santé empire. La nuit prochaine, je m'évade. Craignez, braves gens, le vampire. Dans la brume de Londres, l'éternité dans l'ombre.
Il est 13h53, vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de Foudre. Et tout de suite, c'est l'heure de la seconde chronique, la chronique de Brian. S'informer, réfléchir ou se divertir en un éclair, chroniqueuse, chroniqueur, fais ton office. Pas d'objection? Salut tout le monde, c'est Brian. Aujourd'hui, nous continuons notre tour du monde. Je vais vous parler d'un des plus petits territoires de notre planète bleue, Niue. Pour la petite anecdote, j'ai découvert Niue sur une carte du monde dans les toilettes. N'allez pas me demander pourquoi, mais son nom et son emplacement géographique m'ont fortement interpellé et j'ai donc commencé à mener mon enquête sur cette petite île. Située à 2400 km au nord-est des côtes néo-zélandaises, son statut d'État autonome menant sa propre politique étrangère mais dépendant économiquement de la Nouvelle-Zélande en fait un État-pays à part entière. L'île s'étend sur 260 km². Habitée par seulement 1600 Niuéens et Niuéennes, elle s'affiche comme un des paradis des îles Pacifiques représentant un magnifique territoire qui figure parmi les plus beaux atolls du monde. Riche de sa propre culture, les habitants ont su conserver la nature des lieux pour offrir un cadre verdoyant absolument splendide. Sur place, vous rencontrerez une population très accueillante, intéressée, intéressante, qui partagera avec vous d'agréables moments si vous osez vous aventurer sur cette terre perdue. Niue est un endroit paradisiaque qui me fait rêver en tout point. La culture niuéenne, très axée sur la préservation de l'environnement, permet la rencontre d'une faune et d'une flore très riches dans cet atoll. Il est possible d'y découvrir des paysages terrestres et aquatiques uniques au monde sans tourisme de masse. Un sentiment de liberté s'empare de moi quand je me sens seul au milieu de rien. Alors, pourquoi de mieux que cette île perdue au milieu du Pacifique ? Je n'ai pas eu la chance de m'y rendre, mais ma motivation pour partir à la rencontre des Niués est toujours présente. Partir sur un si petit bout de territoire, c'est vraiment pas si simple. Mais pour les plus téméraires, il faudra prendre au minimum 3 avions, et l'arrivée sur cette île par voie aérienne se fait uniquement par hydravion. Donc on est sur une certaine logistique assez compliquée. J'espère que mon coup de foudre pour Niue suscitera votre intérêt. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans un mois pour la découverte d'une autre partie du monde. Et c'est déjà terminé, coup de foudre. J'ai envie pour terminer justement l'émission un petit peu en beauté, vous lire un extrait d'un texte qui m'a inspiré récemment. Qu'importe notre lâcheté, s'il y a sur la terre un seul brave. Qu'importe la tristesse, s'il y a eu dans le temps quelqu'un qui s'est dit heureux. Qu'importe ma génération perdue, ce vague miroir, si tes livres la justifient. Je suis les autres. Je suis tous ceux qu'a racheté ta rigueur obstinée. Je suis ceux que tu ne connais pas et que tu sauves. C'est un extrait du poème Invocation à Joyce de l'écrivain argentin Jorge Luis Borges, qui était donc... il était argentin, mais je viens de le dire, donc je ne sais pas pourquoi je le répète. Merci à vous d'avoir suivi cette émission aujourd'hui. Merci Marielle Granade d'avoir roulé jusqu'à nous depuis la Bourgogne. Et merci à toute l'équipe. Vous faites vivre ce projet par votre présence et votre générosité. Et merci à Georges Vernat pour l'animation qu'on oublie trop souvent de citer. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. De mon côté, je vous dis à dans un mois pour la 3e édition de Coup de Foudre. Vous pourrez retrouver le podcast de l'émission sur le site de Prune, www.prune.net, Prune sans E. Sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et ma chaîne YouTube Georges en Poésie, donc c'est difficile de nous rater. Portez-vous bien, attrapez la foudre et à dans un mois.